Et très bon réveil, il est 8h. L'info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Et à 8h du lundi au vendredi, c'est le journal de David Doucan, très attendu. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'actualité du jour. Et les 80 km/h, c'est l'heure du bilan. Alors que la mesure est sur la sellette, Édouard Philippe va annoncer aujourd'hui une baisse de la mortalité routière. Information Europe 1, Laurent Wauquiez vole au secours des commerçants de sa région. 5 millions d'euros débloqués pour aider ceux qui ont été impactés par les mobilisations des Gilets jaunes. Et puis toujours selon nos informations, Neymar souffre bien d'une fracture. Très peu de chance pour que la star brésilienne du PSG puisse être alignée face à Manchester United. À 8h12, ne manquez pas Vincent Herouette pour le dilemme des militaires vénézuéliens entre Maduro et Guaido. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Europe 1. Il a choisi le centre de réadaptation des polytraumatisés de la route à Coubert en Seine-et-Marne. C'est là qu'il avait lancé les 80 km/h et c'est là qu'Édouard Philippe annoncera ce matin les chiffres 2018 de la sécurité routière qui démontreront une baisse de la mortalité sur le réseau secondaire, précisément celui concerné par la limitation à 80 km/h. Aude-Leroy. Si Matignon décide de publier déjà un premier bilan, c'est que le chef du gouvernement a de bons chiffres à communiquer. Et c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a déjà vendu la mèche mardi dernier devant les sénateurs. Il convient bien évidemment d'être prudent, mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons, sur ce réseau secondaire, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l'année 2017. De quoi permettre à Édouard Philippe de ne pas se déjuger sur une mesure qu'il a imposée, même s'il consent à des adaptations. Et c'est vrai que le bilan 2018 sera bon. On a vu la mortalité baisser encore plus fortement les premiers mois de l'année qui ont précédé les 80 km/h. Reste une inconnue, les chiffres du mois de décembre, quand 60% des radars ont été hors de service, quand les excès de vitesse ont bondi de 250%. Mais pour plomber le bilan 2018, il faudrait qu'il y ait eu 500 morts en décembre, ce qui est peu probable. Les informations d'Aude-Leroy pour Europe 1. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe s'est personnellement impliqué pour assumer la mesure très impopulaire des 80 km/h. Emmanuel Macron a quant à lui déjà annoncé qu'elle serait sujette à des aménagements. On évoque l'idée d'une mise en place au cas par cas, décidée sur le plan local. Information Europe 1, Laurent Wauquiez vole au secours des commerçants de sa région. Oui, 5 millions d'euros. C'est le cadeau de la région Auvergne-Rhône-Alpes à ceux qui ont été le plus durement impactés par les blocages des Gilets jaunes. Information signée Aurélie Herbemont. 5 millions d'euros, c'est l'enveloppe débloquée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les magasins vandalisés les samedis de manifestation pourront demander des subventions à Laurent Wauquiez pour leurs travaux. Autre volet de son plan, des prêts à taux zéro pour les commerces dont le chiffre d'affaires a été impacté. Plusieurs villes de sa région, surtout Saint-Étienne, ont en effet souffert du mouvement des Gilets jaunes. Laurent Wauquiez qui se pose en défenseur des commerçants, c'est notre responsabilité, explique son entourage. Objectif, apparaître comme celui qui répond aux problèmes concrets, en espérant que d'autres patrons de région suivront son exemple. Un bon moyen pour Laurent Wauquiez de se mettre en valeur, alors que la crise des Gilets jaunes ne lui profite pas du tout dans l'opinion. Information Europe 1 d'Aurélie Herbemont du service politique. Je ne sais pas ce qu'il donnera, mais j'en tirerai des décisions très profondes. Voilà ce qu'affirme Emmanuel Macron au sujet du grand débat national. Confidence faite hier soir au Caire, en Égypte. Auprès des journalistes qui suivent son déplacement, le chef de l'État rencontrera ce matin le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. 6 personnes sont décédées dans un EHPAD du Loiret. Vraisemblablement, c'est la grippe qui est la cause de leur mort. Il s'agit de 4 résidents très âgés, mais aussi de 2 membres du personnel de ce centre de soins. Europe 1, il est 8h04. L'actualité internationale maintenant. Que va-t-il se passer au Venezuela ? 2 hommes s'affrontent depuis 6 jours. Nicolas Maduro, qui refuse de quitter le pouvoir, et Juan Guaido, son opposant autoproclamé président par intérim. Juan Guaido, qui joue à fond la carte de l'opinion internationale, était hier à une messe en hommage aux victimes de la répression. Reportage Pascal Ménaud. Pendant qu'une femme égrène au micro les noms des manifestants tués ces derniers jours, Juan Guaido avance en silence d'un pas lent. En arrivant devant l'hôtel, il se signe, puis le prêtre en personne le présente comme étant le nouveau président du Venezuela.
Assis avec sa femme au premier rang, Juan Guaido fixe la croix durant toute la messe devant un mur de caméras et de téléphones portables. À la sortie, ce sont plus de 150 journalistes internationaux qui l'attendent. Il prend alors le monde entier à témoin pour affirmer qu'il ne négociera jamais avec Maduro. Je voudrais profiter de la présence de la presse internationale pour que personne dans l'opposition ne participe à ce faux dialogue. C'est important de le dire à la communauté internationale, car nous, les Vénézuéliens, on le sait, mais le régime de Maduro essaie de faire croire qu'il pourrait y avoir un dialogue. On va continuer à manifester et on retournera dans la rue, car après toutes ces années, nos sacrifices et nos combats ont enfin un soutien international. Juan Guaido a d'ailleurs annoncé 2 grandes manifestations cette semaine, mercredi et samedi. Caracas, Pascal Meynaud, Europe 1. La suite du journal avec David Doucan. Une campagne à grande échelle est lancée aujourd'hui partout en France pour lutter contre l'homophobie à l'école. Oui, des affiches dans tous les collèges et lycées, des fascicules pour les élèves, des messages sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation nationale prend le problème à bras-le-corps. Les signalements de brimades ou d'agressions en milieu scolaire ont augmenté de 38% en 2017. Mais au-delà de ces statistiques, écoutez ce reportage réalisé au collège Joseph Roumani à Avignon. Virginie Salmen y a suivi un atelier de sensibilisation. L'association SOS Homophobie en anime un par jour dans les collèges de France. Celui qui anime l'atelier est un retraité, Alain, un grand-père, comme on l'imagine, cheveux blancs en brosse, plutôt costaud, accent du Sud. Il vient parler cash d'homophobie pendant 2 heures à une classe de 4e. Les élèves ont le droit de dire tout ce qu'ils pensent. J'ai un fils comme ça, moi je l'envoie à la guerre. L'envoie à la guerre? Ouais, j'envoie mon fils à la guerre pour qu'il s'endurcisse. Quelqu'un qui aime la même personne du même sexe, on respecte, mais on a le droit de pas aimer. C'est sale. Moi je sais pas si les gays, on doit les appeler monsieur ou madame. Et au bout d'un moment, il y a une rumeur dans la classe. Cet homme qui leur parle d'homophobie, les élèves se demandent s'il n'est pas gay. Alain leur répond très simplement. Est-ce que je suis gay? Oui. Bon, je me suis rendu compte que j'étais gay quand j'avais votre âge à peu près, en 4e. À l'époque, en France, l'homophobie était énorme. On considérait que l'homosexualité, c'était une maladie mentale. Et on considérait que c'était un délit. À ce moment-là, je demande à un garçon un peu fluet, Eyman, s'il lui arrive d'entendre des insultes homophobes dans la cour. Sa copine me dit que les autres disent qu'il est homo parce qu'il ne joue qu'avec des filles. Il se met à pleurer. Il me disait ça pédé et tout. Il me disait t'aimes les hommes et tout. Et moi, quand il dit ça, j'ai envie de les frapper. J'ai presque envie de les tuer. À la fin de l'atelier, Alain fait un rapide sondage à main levée. Qui a changé d'opinion sur les homosexuels? Les 2/3 des élèves lèvent la main. Reportage signé Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Et bien entendu, notre invité Jean-Michel Blanquer nous en dira plus dans un instant au micro d'Audrey Crespo-Mara, 8h15. Journée importante pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort. Oui, c'est aujourd'hui que l'on saura si le plan de sauvegarde de l'emploi est validé par l'autorité administrative. 850 salariés vivent dans l'angoisse depuis des mois. Certains aimeraient que ce plan social soit accepté pour en finir. Reportage à Blanquefort, Stéphane Place. Représentant de Force ouvrière et lui-même salarié de Ford Blanquefort, Éric Troyas reconnaît que tous les ouvriers ne souhaitent pas forcément voir ce PSE repoussé. Une moyenne d'âge de 51 ans dans l'usine, des années de lutte et aujourd'hui le refus du constructeur américain d'accepter une offre de reprise. De quoi nourrir la colère, l'écœurement, mais aussi une forme de résignation. Les gens dans l'usine, c'est chaud parce qu'on nous dit justement ouais, qu'est-ce que vous attendez, nous on va se barrer. Et le problème, c'est qu'il y a 80% de gens qui veulent partir. On va en prendre plein la figure. Quoi encore, si on recule encore ce PSE. Quoi. Alors si le PSE est signé, là on n'a aucun espoir d'un repreneur, c'est foutu. Crainte partagée par la maire de Blanquefort, Véronique Ferreira, qui constate l'impuissance des pouvoirs publics face à Ford et demande une révision de la loi. La loi Florange qui oblige quelqu'un qui veut fermer à chercher un repreneur, mais les termes de chercher sont quand même super flous. C'est pas un repreneur que l'on doit rechercher, c'est un repreneur qui, à partir du moment où il apporte des garanties fiables, doit forcément être accepté. Et ça doit passer par la loi. Ce matin se tiendra ici un comité d'entreprise dans l'attente de l'homologation ou pas de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Blanquefort, Stéphane Place, Europe 1. C'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Oui, la blessure de Neymar est sérieuse. Eh oui, selon nos informations, il souffre d'une fracture suite au choc de la semaine dernière lors de PSG Strasbourg. Julien Froment. L'information s'est propagée hier soir dans les travées du Parc des Princes comme une traînée de poudre. Elle nous a été confirmée. Neymar souffre bel et bien d'une fracture au pied droit. Le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar,
doivent venir ausculter aujourd'hui la star parisienne. Des examens plus poussés auront lieu dans la semaine. On sera alors fixé sur son indisponibilité. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, ne se fait guère d'illusions quant aux chances de voir son maître à jouer contre Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Oui, ça va être super compliqué, c'est clair. Mais oui, je ne perds pas ma confiance, mais ça va être super difficile. Et l'entraîneur allemand a de quoi être inquiet. L'an passé, cette blessure avait sonné la fin de la saison pour Neymar. Thomas Tuchel pourra toutefois se consoler avec Marco Verratti. Le milieu de terrain italien touché à la cheville a repris l'entraînement. Il devrait être apte pour Manchester le 12 février prochain. Julien Froment du service des sports. Et j'ajoute que même sans Neymar, le PSG a battu Rennes hier soir 4-1. C'était la 22e journée de Ligue 1.